c'est chouette. Bon, on a les lumières dans les yeux, mais c'est OK. Vous avez les étoiles dans les yeux. Ouais. Yes, merci Luc. Décontracte-toi. Je suis hyper stressé. C'est bien. Du coup, c'est un honneur de te recevoir ici, Luc. Merci beaucoup de ta présence. Merci d'avoir accepté aussi rapidement et d'avoir accepté l'interview au pied levé. Donc, tu ne sais pas les questions qui t'attendent. Exactement. Juste pour la petite intro qui est intéressante, tu as accepté quand même, tu as voulu bien me dire pourquoi. C'est parce que tu viens de Toulouse à la base. Je te fais une petite biographie pour que vous voyez situer le personnage. Peut-être que des gens... Ok, qui dans la salle ne connaît pas Luc Julia, juste pour qu'on puisse... Ok, donc on va peut-être faire une bio rapide, succincte. Ouais, rapide. Hein. Ouais. Parce que sinon, ça va être long. Et ensuite, on commence sur les questions qui sont intéressantes. J'ai essayé de faire vraiment un truc Allez, académique. vas-y, on y va. Luc Julia, ingénieur, chercheur, entrepreneur, né à Toulouse en 66. C'était inutile. Tu as étudié les maths, ton doctorat, Télécom Paris, tu as passé au MIT, tu as fait de la recherche au SRI, tu as contribué à Nuance, tu as cofondé Siri, racheté par Apple par la suite. On verra aujourd'hui ce qu'il en est. Dirige des projets chez Hewlett Packard et Samsung. Donc pas mal de temps en Corée du Sud, c'est ça? C'est bien. Ok. Et depuis 2021, tu es directeur scientifique chez Renault. Donc on va essayer de parler d'IA chez Renault dans cette interview, promis. Mais avant, donc premier chapitre, si vous le voulez bien, on va essayer de crever l'abcès. Il y a plein de débats qui sont brûlants sur l'IA. Et il y en a un, c'est tu dis l'IA n'existe pas. Donc c'est le titre de ton bouquin. J'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. Tu as fait pas mal de conférences. Tu as répondu à des questions des sénateurs récemment. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que l'IA n'existe toujours pas selon toi? Est-ce que tu peux me dire, voilà, un point de vue historique, si elle existe, si elle n'existe pas, on en est aujourd'hui, juin 2025? Voilà. L'IA n'existe pas, effectivement. C'est l'IA dont on nous rebat les oreilles depuis quelques années, qui est l'IA que j'appelle l'IA de Hollywood. Donc l'IA dont on rêve un peu, l'IA qui nous fait peur, l'IA de Terminator, celle qui va nous tuer, ou l'IA de Her, celle dont on tombe amoureux, je vous conseille pas. Donc cette IA-là, elle n'existe pas. D'accord, donc cette IA fantasmée, qui serait donc un peu magique, n'existe pas. D'ailleurs, je vais arrêter de parler d'IA au singulier, mais je vais parler d'IA au pluriel, parce que les IA existent. Et les IA existent, elles sont multiples et variées, ce sont des outils. Simplement des outils. Hein, et les IA existent depuis la nuit des temps, en fait. On fait remonter l'IA en 1956 officiellement. Parce que ça a la Pascaline, tu parlais en fait, de ça la Pascaline, en 1642, était une IA. Okay. La Pascaline, c'était la première machine à calculer inventée par Pascal, le philosophe mathématicien français. Et donc, cette Pascaline, elle faisait des additions et des soustractions compliquées, à 4 chiffres. Donc, si je vous demande tout de suite de me la faire, cette équation, là, comme 1772 plus 494, bon, ça va être compliqué. La Pascaline aurait eu ce résultat en 4 secondes. Et elle aurait eu juste. Donc, c'est une IA. Et si j'avais été chinois, je t'aurais dit que le boulier est une IA. Si j'avais été grec, je t'aurais trouvé un truc dans la Grèce antique qui faisait un truc qui avait l'air intelligent. Mais ça fait toujours un truc particulier. Donc ces IA sont spécialisées dans des trucs. C'est des outils, par définition même de l'outil, elle est meilleure que moi. Ça me fait marrer quand j'entends l'IA va être meilleure que nous. Mais les gars, j'ai un scoop. C'est ce sujet-là aujourd'hui qui fait flamber un petit peu le... oui, mais les IA sont meilleurs que nous. L'outil, par définition, est meilleur que moi. Sinon, c'est pas un outil. D'accord ? Dans le domaine particulier pour lequel il a été fait, cet outil, il est meilleur que moi. La machine à calculer est meilleure que moi en calcul. D'accord ? Donc aujourd'hui, on arrive quand même sur un tournant. On a toutes ces questions avec... depuis, je crois, c'est 2022, ChatGPT avec OpenAI sont arrivés. Ils ont posé les pieds dans le plat. Et il y a des voix discordantes quand même. Tu vois. Toi, tu portes un flambeau, ça sent pas mal le soufre parfois. Moi j'ai raison, oui. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont d'autres visions. Par exemple, si on parle de l'IA Act ou Thierry Breton... putain, oui. Parlons de ces voix-là et de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur pourquoi l'IA existe, n'existe pas? Non. Alors, d'abord, Thierry Breton, il n'a rien à voir avec l'IA. Parce que je comprends, il n'a jamais fait de sa vie. Il a créé un machin qui s'appelle l'IA Act, qui est une aberration de régulation, d'accord? Parce qu'il fallait absolument réguler vite. Régulons le plus rapidement possible, parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle l'IA générative, et on a régulé beaucoup trop vite, sans comprendre exactement ce que c'était. C'était 2018, je crois. Non, en 2018,
c'est RGPD. RGPD, mai 2018. L'IA Act est rentré en effet en août 2024. Mais c'est une aberration totale parce qu'on ne comprend encore pas ce que c'est. D'accord ? Et on a voulu réguler en avance. Aux États-Unis, on ne régule pas en avance. Aux États-Unis, on régule une fois qu'on a le problème, quand on a compris le truc. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça se discute, d'accord ? Mais le truc, c'est que quand on régule à l'avance, on se tire une balle dans le pied, en fait. Parce qu'on va s'interdire de faire des choses qui vont être des choses qui potentiellement sont intéressantes et qui potentiellement ne seront pas dangereuses. Parce qu'on a décidé que l'IA était dangereuse pour certains cas et on a mis dans un gros sac quelque chose où on dit c'est interdit. Et donc on s'interdit de faire des choses, on ne sait même pas si c'est bien ou pas bien. Et surtout, le problème, c'est ce qu'on met dans le gros sac. On met plein de trucs qu'on n'a pas compris. Et donc, bon, vous allez voir dans les années qui viennent, il va y avoir plein de batailles juridiques, parce qu'on va se rendre compte que finalement, il y a des trucs qu'on pourrait sortir du gros sac. Mais comme c'est fait à Bruxelles, ça va mettre 10 ans à sortir du gros sac. Il y a un imbroglio actuellement entre donc, ce qu'ils ont fait avec l'IA Act et le RGPD. Ouais. Tu peux nous en dire... Ouais, alors, parce qu'en plus de ça, ils sont tellement forts à Bruxelles qu'ils ont réussi à faire un truc qui est antinomique entre le RGPD et les actes. C'est-à-dire qu'ils se contredisent. Les lois se contredisent, les réglementations se contredisent. Et un exemple de ça, c'est ce qui se passe en ce moment, là, c'est depuis quelques mois. Il y a une bataille entre Apple et Meta qui ont décidé de se foutre sur la gueule en prenant chacun un les Act et l'autre RGPD. Meta demande à Apple d'ouvrir ses API sur l'iPhone pour pouvoir faire des trucs qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et ça, c'est parce que les Act dit il faut qu'on ouvre les API aux autres. D'accord ? Bon, très bien, super. Mais Apple dit bah non, je ne peux pas le faire parce que sinon je vais contre RGPD. Et donc cette bataille-là ici montre que ces deux trucs sont complètement l'un contre l'autre. Il y a aucune résolution, ça ne va pas être possible. Et il y en a pour 10 ans, 15 ans où les lawyers, les avocats vont s'enrichir. Ça, c'est un débat qui est intéressant sur est-ce qu'il faut réguler, pas réguler. Donc là, tu nous dis que de ton expérience américaine, vaut mieux laisser faire et ensuite on regarde les... Alors, faut faire attention, il ne faut pas être complètement con non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs évidents qui vont être... Si tu veux, s'il y a des machins et tu sais que ça va tuer les gens, bon, on va quand même le sentir. Mais il y a des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, ce que je reproche essentiellement dans ce gros sac de trucs interdits, il y a des trucs, on ne sait pas ce que c'est. Et donc il faut arrêter, il faut pas mettre les trucs dedans tant qu'on ne sait pas ce que c'est. Ok, très clair. On arrête de parler de ça parce que je suis énervé. Oui, je vois, je t'ai tendu direct. On va parler de sujets peut-être plus légers. Peut-être c'est le coût d'opportunité de développer l'IA. Donc c'est un autre débat assez chaud, pour le cas de le dire aujourd'hui, en plus une bonne température. C'est développer l'IA versus protéger l'environnement. Tu as des chiffres à nous partager là-dessus. Je te laisserai nous donner des ordres de grandeur. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu sur est-ce qu'en fait, finalement, on aurait besoin de ça ou tu vois, c'est la course au gigantisme. Donc, ouais, alors aujourd'hui, on est effectivement dans cette course. Hein, c'est-à-dire que vous avez vu, on nous dit souvent l'IA générative est une révolution. Alors d'abord, c'est pas une révolution, c'est une évolution, pas des mathématiques et pas des algorithmes. Globalement, c'est une évolution du nombre de données qu'on est obligé de prendre pour faire ces nouveaux modèles. D'accord ? On a commencé dans les années 90 à faire des modèles qui étaient relativement petits avec ce qu'on appelle le machine learning. Après, on a fait du deep learning, qui est pareil que le machine learning, mais deep. Et puis après, on a fait de l'IA générative. D'accord ? Donc, et l'IA générative, donc c'est quoi ? C'est encore plus de données. Pour vous donner un ordre de grandeur, les IA de machine learning, on prenait 100 000, 1 million de morceaux de données. Les IA deep learning, c'était 10 millions, 100 millions de morceaux de données. C'était déjà pas mal. Et là, ici, maintenant, on est dans le gigantisme, comme tu viens de dire. Et donc, on se retrouve avec des aberrations totales de nombre de données. ChatGPT 4o, c'est 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de Internet, paramètres. En fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire. D'accord ? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est effectivement Internet. D'accord ? Et donc, on a tout pris. On a pris toutes les datas qui existent, donc on ne peut rien mettre d'autre. Mais le problème avec ces IA génératives en particulier, c'est qu'effectivement, quand on crée les modèles, quand on fait les modèles, on prend énormément d'énergie. Bon, ça, on sait que les data centers prennent de l'énergie, d'accord ? Mais là, on ne parle plus des modèles qui vont prendre quelques heures ou peut-être quelques jours pour faire les trucs. C'est quelques mois.
d'accord, quelques mois de GPU qui tournent à fond et qui font donc que ces modèles prennent énormément d'électricité. Bon, ça, on sait que ça prend de l'électricité, que ça prend des ressources au moment où on crée les modèles. Mais en plus de ça, ces IA génératives, elles ont une caractéristique par rapport aux vieilles IA d'il y a 2 ans, le machine learning, le deep learning, c'est qu'elles prennent aussi des ressources au moment de l'inférence, quand on les utilise, ce qui n'était pas vraiment le cas des autres, c'était très faible. Et là, donc, ça prend énormément d'énergie quand on les utilise, parce que les modèles sont tellement gros que ça prend du temps pour aller chercher les trucs dedans. Bon, bref, ça, c'est pas grave. Mais, donc, ça prend de l'électricité, d'accord? Bon, ça, c'est embêtant. Mais aussi, ça prend une autre source qu'on a un peu oubliée, c'est l'eau. Parce que maintenant, on refroidit ces data centers avec de la flotte, d'accord? Et on considère, alors bon, c'est des estimations, et ça dépend de la complexité des requêtes qu'on va faire à ChatGPT, mais ChatGPT, par exemple, et même Sam Altman l'a dit récemment, ChatGPT, quand on va faire, on va dire, entre 10 et 30 requêtes, d'accord, c'est 1,5 litre de flotte. Ok, donc on arrête les starter packs. Ouais, il faut arrêter de ces trucs là, les starter packs, ça vous sert à quoi? Vous voyez en dessin avec votre petit chapeau et puis votre attaché case. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc il faut arrêter de faire des conneries avec. Donc il faut surtout prendre conscience que ça prend des ressources. Et donc du coup, appliquer son éthique personnelle, j'imagine que vous en avez un tout petit peu. Et donc appliquer son éthique personnelle et se dire, je vais pas péter la planète pour un truc qui sert strictement à rien. Et quand vous allez interroger ChatGPT ou Gemini, c'est pareil tous, hein, quel qu'il soit. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas Grok, hein, c'est le seul qu'il ne faut pas utiliser. Donc Grok, c'est celui de Elon Musk, hein, c'est XAI, c'est une aberration complète parce que lui, en plus, il n'est absolument pas pertinent et c'est complotiste à souhait. Là, il veut réécrire le récit. Quoi. Bah, oui, bah, il veut réécrire tout. D'un son. Bon, bref, lui, c'est un connard, mais c'est autre chose. Donc, utilisez-le à bon escient. C'est-à-dire, allez pas demander à ChatGPT quelle est la température qu'il fait dehors. Je veux dire, ça sert à rien. ChatGPT va vous répondre, non, parce que ChatGPT va vous donner une réponse. Le problème, c'est que ChatGPT va pas forcément vous donner la bonne réponse, en plus. Donc, utilisez Google, utilisez les vieux machins, et puis quand vous allez demander, je sais pas, la biographie de Victor Hugo, utilisez l'encyclopédie universalis. Il y a des pages, c'est sympa, c'est rigolo. Ouais. Clair en tout cas, ça veut dire qu'on doit se raisonner individuellement, c'est-à-dire on doit savoir comment l'utiliser à bon escient. Elle est difficile la frontière. Hein. Oui, mais encore une fois, là peut-être que le régulateur aurait dû se mettre son nez là-dedans par contre. D'accord, le régulateur devrait nous dire, les gars, peut-être on va se calmer. Et j'aurais préféré que le régulateur nous donne des guidelines, des idées de pourquoi et comment il faut utiliser ces machins, au lieu de nous faire des conneries comme les AI Act. Il y a quand même des vertus à utiliser ces modèles LLM là. Il y en a une peut-être, c'est que tu dis qu'elles ne créent pas parce qu'elles combinent et donc du coup elles peuvent halluciner. Tu vas pouvoir me le réexpliquer, le reformuler avec tes mots. Mais quand même, la question c'est est-ce que quand on hallucine, donc du coup, quand les LLM hallucinent, sans venir là, est-ce qu'on n'est pas, en fait, la question, on est dans le thème de focus sérendipité. Et sérendipité, ça veut dire que là où se trouve la créativité, c'est dans les marges d'erreur. C'est là où peut-être ça bug, quoi. Et donc du coup, ce qu'on essaie de faire en tant qu'humain, se connecter, faire des rencontres inopinées, etc. C'est un peu cette marge d'erreur-là qu'en fait, on n'aurait jamais dû se rencontrer tous ensemble, et pourtant aujourd'hui on est là. Bon bref, je divague, mais ma question c'est, est-ce que ces IA-là, elles ne peuvent pas permettre justement de faire des rencontres par hasard et de faire des trouvailles par hasard? Elles ont quand même elles ont une vocation à pouvoir créer la sérendipité, créer les conditions de la sérendipité. Alors déjà, l'IA ne crée rien, hein, donc quand tu dis créer, c'est pas possible. L'IA génère. C'est pour ça qu'on l'appelait IA générative. D'ailleurs, les mots ont un sens, hein, donc il faut les utiliser correctement. Donc quand on utilise le vocabulaire, utilisons correctement. IA générative. IA générative ne crée rien, d'accord? Par contre, elles ont une capacité extraordinaire, ces IA, d'accord, par rapport aux IA précédentes. Les IA précédentes, elles étaient compliquées à utiliser, d'accord. Il fallait être soit data scientist, ingénieur en informatique, blablabla. Il fallait utiliser des API, des trucs que je comprends même pas, d'accord. Et on pouvait utiliser des IA. Aujourd'hui, les IA, ces IA génératives, on peut les utiliser avec un truc fantastique qui s'appelle le prompt. D'accord. Et le prompt, comment je l'utilise? Je l'utilise avec du langage naturel. Je n'ai strictement aucune interface à apprendre pour utiliser ces IA. D'accord. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là où est la créativité. Parce que la créativité, elle est dans le fait que moi, qui ne suis pas du tout créatif, par exemple, et qui suis nul en dessin, ou nul en poésie, ou nul en je sais pas quoi, je vais pouvoir, grâce au langage naturel, d'accord, exprimer exactement ce que je veux. Et ce qui est aussi magique avec ces IA génératives, et ce qui est intéressant, et des fois on peut les utiliser correctement, c'est que
on peut avoir des conversations avec. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton prompt, donc la façon dont tu vas t'exprimer, la façon dont tu vas créer, parce que c'est toi qui vas créer les trucs qui vont être générés, la façon dont tu vas créer, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir ce dialogue, et ce dialogue, il va te permettre de raffiner ta requête. D'accord? Et donc de voir petit à petit le truc que tu te demandes, ta créativité, le truc que tu demandes donc à être généré, tu vas le voir évoluer petit à petit. Et ça, c'est intéressant. Et donc, effectivement, de temps en temps, ces IA, enfin tout le temps, ces IA, elles vont faire exactement ce que tu lui demandes. D'accord? C'est pour ça qu'on a un prompt. D'accord? Donc, elles vont faire exactement ce que tu lui demandes. Et des fois, ce que tu vas demander, elle n'en sait rien. D'accord? Donc, des fois, quand elle n'en sait rien, elle va, entre guillemets, inventer. Donc, si c'est ça dont tu parles, quand tu parles de créativité, en fait, cette invention, c'est de l'hallucination. C'est pas tout à fait de l'invention, parce que, par exemple, je suis désolé, mais tu vas pas en remplacer une. Hein. Non, vas-y. Donc, je continue après sur l'état de l'art, mais vas-y. Quand tu fais quand tu demandes quelque chose, les IA, parce qu'elles ont tellement de données, si tu demandes, par exemple, je voudrais faire une plaidoirie, c'est ce qu'a fait un avocat en février 2023, il y a un avocat du barreau de New York qui a décidé de demander à ChatGPT de lui faire une plaidoirie parce qu'il n'avait pas envie de la faire, d'accord? Il s'est dit, je vais gagner du temps, au lieu de passer 6 heures, je vais passer 15 secondes. Et donc, il a donné des éléments à l'IA, à ChatGPT en l'occurrence ici, et ChatGPT lui a généré une plaidoirie en 15 secondes. Et c'est quoi une plaidoirie? C'est thèse, antithèse et référence. Parce qu'on sait qu'une plaidoirie, l'IA sait qu'une plaidoirie, c'est thèse, antithèse, référence. Et le truc, il lui a fait une thèse, antithèse qui était parfaite, qui était super. Le juge lui a dit bravo, c'est la meilleure que tu aies jamais faite de ta vie, alors que c'est pas lui qui l'avait fait, c'était l'IA. Mais par contre, toutes les références, toutes les jurisprudences étaient inventées, n'existaient pas. D'accord? C'était des hallucinations. Ça peut donner droit à la créativité juridique. J'en sais rien. Ouais, bah là, si tu veux, c'était tellement créatif que le gars aujourd'hui, il est plus avocat. Il est en prison, oui, aussi. Donc, bon. Est-ce qu'on peut regarder sur aujourd'hui, si on pouvait prendre juin 2025, on va essayer de faire une pause, 30 secondes, et se dire c'est quoi l'état de l'art, de comment on peut obtenir la vérité que tu souhaites, j'en sais rien, la vérité avec les LLM. Donc, il y a, tu parlais dans tes pas mal de vidéos, on les entraîne sur des corpus spécifiques avec du fine-tuning. On peut coupler ça avec du RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Je ne sais pas si c'est... Ok, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu de toi. C'est bien, tu as un bon accent anglais, vas-y. Il est toulousain. Et combiné avec le Deep Research ou Search, je ne sais plus. Je croyais que tu avais parlé de DeepSeek. Non. Ouais. Ça, c'est la question d'après. Est-ce que tu es d'accord avec cet état de l'art? Aujourd'hui, si on veut s'approprier et aller creuser, avoir des informations qui sont pertinentes, est-ce que c'est ça? Ou toi, tu creuses où? Avec tes équipes, tu fais quoi? C'est quoi ton... Bon, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que les IA, donc, quand elles sont trop génériques, ChatGPT, Gemini, machin, si tu les utilises comme ça, bon, elles vont effectivement pas être très pertinentes. C'est très très compliqué de calculer la pertinence d'une IA parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle va te dire ce que tu veux qu'elle te dise. D'accord? Donc pour toi, c'est pertinent parce que c'est ce que tu as demandé. D'accord? Donc en fonction de la façon dont tu poses la question, ça va te répondre exactement comme tu as envie que ça te réponde. Donc pour ça, c'est pertinent. Mais la réalité, c'est que la pertinence, qui est difficile à calculer, elle se situe, quand on a une IA un peu générique, elle se situe entre 60 et 70%. D'accord? Ça, c'est le taux de... C'est le taux de pertinence d'une IA, sauf Grok. Grok, c'est plutôt 10%. Hein. Mais... Toutes les autres, c'est à peu près 60%, 70%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30% du temps, plus de 30% du temps, ça vous dit des bêtises. D'accord? Donc ça, il faut déjà le savoir. Maintenant, effectivement, c'est inutilisable comme ça, et on l'a tous vu, hein, parce qu'en janvier-février 2023, tout le monde a utilisé ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. D'accord? C'est la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies. D'accord? Extraordinaire. Donc tout le monde l'a utilisé ici. Et puis vous êtes tous aperçus que ça racontait un peu des conneries. D'accord? Donc vous avez été déçus. Et donc c'est pour ça que l'usage a baissé, parce qu'on s'est dit finalement c'est pas vraiment exactement ce que je voulais. Hein. Ça peut faire des petites bêtises, on peut s'amuser avec, mais c'est pas vraiment le truc qui va me donner la vérité. Et puis on s'est aperçu, il y a eu un rebond après de l'utilisation de ces IA, parce qu'on s'est aperçu qu'on pouvait effectivement les utiliser autrement. Et la façon dont on va les utiliser autrement, c'est en faisant ce fine-tuning ou ce RAG dont tu parles, qui sont en fait on va mettre nos propres données à l'intérieur de ces IA, en quelque sorte, et on va les spécialiser avec nos propres data ou avec des data dans un domaine dans lequel on a confiance. Et donc, quand elles vont être des IA qui vont être hyper spécialisées dans des domaines particuliers, là, on va pouvoir avoir des taux de pertinence qui vont arriver 95, 97, 98%. Bon, le 100% en statistique, parce que c'est que des statistiques, le 100% en statistique n'existe pas, hein, surtout quand on fait des trucs comme ça. Mais bon, bref. Mais même
quand on a un truc à 95 ou 97 ou 98%, Ça paraît c'est honnête. pas mal. Ouais. D'accord. Bon, ça veut pas dire que ça va t'empêcher de relire le truc. D'accord, il faut toujours relire ce que fait une IA, parce qu'elle peut toujours halluciner, elle peut toujours faire des bêtises, te donner des erreurs, même s'il y a 1% d'erreur, il y a toujours une erreur possible. Yes. D'accord. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu utilises l'IA en tant qu'outil dans un domaine particulier que tu es censé connaître, eh ben, tu es censé, quand tu relis le machin, pouvoir catcher ces erreurs. D'accord. Donc clair. c'est comme ça qu'on peut utiliser les IA aujourd'hui, et c'est comme ça qu'on les utilise d'ailleurs dans l'industrie de plus en plus aujourd'hui. Et tu me fais la porte parfaite. Donc du coup, c'est chapitre 2, les bagnoles, l'IA et l'industrie. Je l'ai nommé ainsi, je ne sais pas trop. Non, c'est bien. Manque de créativité là pour le coup. Ouais, je vois, t'étais à fond là. Alors, je te donne pas. Non, je me posais. J'ai écrit. Est-ce que tu aimes les bagnoles? En fait, j'allais pas te poser cette question-là. Enfin, c'était un peu... Ouais, pose pas la question. Ouais. Ouais. Moi, ma question, plutôt, c'est comment est-ce que du coup ces technologies-là, ou en tout cas ce dont on vient de parler, cet état de l'art, comment tu le déploies, avec qui dans ton nouveau poste chez Renault, comment ça se passe? Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est comment du coup tu laisses place. On a échangé récemment, là, tu m'as dit, je veux qu'il y ait 90% d'échecs sur mes tests. En tout cas, ce qu'on fait, je veux que 90% ce soit un échec. Ouais. Donc ça veut dire que tu cherches de l'erreur, de la sérendipité, du cheminement, et que tu cherches à te tromper aussi. Donc comment tu utilises ça? Comment tu mets en place ce truc-là? Ouais, alors c'est pas pareil, évidemment, je vais t'expliquer le truc, mais bon, pour l'utilisation de l'IA dans les voitures, chez Renault, en l'occurrence, déjà, on ne va pas se forcer à utiliser le truc qui brille, donc la dernière IA possible, et les IA génératives. On ne va pas se forcer à les utiliser. On les connaît, on les comprend, on sait qu'on peut faire du RAG, du fine-tuning, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on ne va pas exactement forcer les trucs. Dans les usines, on n'a aucun intérêt à utiliser les IA génératives aujourd'hui. On va faire de l'IA, mais c'est de l'IA un peu plus classique. On va faire de la maintenance prédictive, des trucs comme ça, pour savoir quand est-ce que les robots vont tomber en panne et tout ça. Et ça, c'est des statistiques, je dirais, un peu classiques, des vieux machins, des machine learning, ou même peut-être même du système expert d'IA encore avant. Okay, donc ça, c'est comme ça qu'on utilise dans plein de domaines ces IA. Mais les IA génératives, effectivement, de temps en temps, on va trouver des domaines d'application qui sont intéressants à l'intérieur de la compagnie. Alors pas dans les usines, comme je viens de dire, alors qu'on a le droit, nous, et on se donne le droit d'aller toucher un peu les trucs n'importe où. C'est ce que Luca De Meo, le CEO de Renault, m'avait demandé. Et donc, on va un peu partout et on va aller interroger les métiers, parce qu'on ne les connaît pas. Moi, je ne connais pas les métiers de la bagnole. Et on va leur demander comment vous travaillez, ce que vous faites, quels sont les pain points, quels sont les trucs que vous avez répétitifs, machin, qui sont pas rigolos, que vous faites tous les jours pendant un quart d'heure et qui vous font chier. Et donc, on leur pose des questions et on leur propose des outils. D'accord. Et c'est ce qu'on a fait pour ce qu'on appelle les cols blancs, d'accord. Donc on a plein d'IA génératives maintenant qui ont été déployées pour ces cols blancs. C'est quoi le cas d'usage justement Un cas d'usage, par exemple, c'est pour les designers. Les designers qui sont des créatifs justement et qui ont très peur de l'IA. D'accord. C'est un des métiers où ils ont très très peur parce qu'ils se disent ces IA vont me remplacer, parce que ces IA vont créer des images. Voilà. Et donc on leur commence par expliquer, lis mon bouquin, tu vois, qui s'appelle IA générative, pas créative, et puis utilise le vocabulaire. Donc je commence avec ça. Et puis après, on leur dit, en fait non, ça va pas vous remplacer, ça va vous augmenter. Ça vous permet d'être beaucoup plus créatif. Avant, vous étiez créatif avec votre souris, avec votre stylo, avec vos crayons, avec votre pinceau, d'accord. Là, maintenant, vous pouvez être en plus créatif avec votre voix, avec le langage naturel. Vous allez pouvoir exprimer encore plus de trucs. Vous allez pouvoir générer encore plus de trucs et pouvoir les choisir et tout ça. Donc, les outils qu'on leur a donnés, c'est des outils effectivement qui leur permettent d'avoir beaucoup plus de solutions et beaucoup plus de créativité en fait que ce qu'ils n'avaient avant. Ok, donc on a une équipe, il y a des tests qui ont été faits sur les designers et ça marche, vous l'avez implémenté chez Renault, c'est quelque chose... Donc du coup, il y avait aussi cette question de la peur à gérer aussi en parallèle de développer des technologies. Est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage qui seraient cool à présenter ou sur lesquels on pourrait... Il y en a plein, mais je ne vais pas tous les donner, mais il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, des tout simples, les gens qui font les achats. D'accord. Bon, ils ont utilisé de nouveaux outils depuis une dizaine d'années, depuis une vingtaine d'années, ils utilisaient un nouvel outil qui s'appelait Word. D'accord. Et l'outil Word, c'était quoi? Avant, ils faisaient des achats, ils faisaient taper les trucs à la machine. Après, on leur a filé Word, et Word, c'était sympa parce qu'ils avaient des champs. D'accord. Et dans les champs, ils mettaient des trucs, tu vois. Achète-moi 10 000 pneus à Monsieur Michelin pour 350 le pneu. D'accord. Et puis il fallait remplir les cases. D'accord. Ils remplissaient des cases, ils mettaient 4 minutes pour remplir les cases. De temps en temps, ils se viandaient de cases parce que ils n'étaient pas vraiment concentrés dans le machin. Donc ils achetaient 3 pneus et demi à $10 000. D'accord. Et c'était un peu plus embêtant. Mais bon,
ils avaient cet outil, qui était un outil intéressant, qui leur permettait de faire des contrats en 4 minutes. Super. Maintenant, on leur dit, bah, vous n'avez plus besoin de ça, vous avez plus besoin de Word. Vous dites à la machine, achète 10 000 pneus à Michelin, et tu peux le dire dans n'importe quel ordre, tu vois, ça va mettre les cases correctement, et à la fin, il va te générer un contrat en 15 secondes. Tu le relis, le contrat, quand même. Hein. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait avec Siri, ça? Ou vous le faites avec ChatGPT? J'ai vu dans la Renault 5 qu'il y a ChatGPT, c'est pour ça, sur la landing page. Pourquoi vous n'utilisez pas Siri? Est-ce que vous utilisez Siri, ou en tout cas les bases Non, Siri, tu ne peux pas utiliser, c'est que pour Apple. Hein. Apple n'ouvre pas le truc, donc Siri, tu ne peux pas utiliser. Pourquoi on n'a pas utilisé Siri? Parce que Siri est vieux. Siri date de 1997, d'accord, qui a été updaté en 2014, enfin 2017 en fait. Donc Siri est une vieille technologie. Aujourd'hui, les technologies de speech, hein, de reconnaissance de la parole, elles ont changé beaucoup avec les IA génératives parce qu'elles sont devenues conversationnelles. Notre rêve de 1997, quand on a créé Siri, c'était de faire une IA conversationnelle. Mais bon, la réalité, c'est que la technologie, à l'époque, ne nous permettait pas de le faire. On arrivait à faire un tour. D'accord. Des fois, tu pouvais dire, bah, allume les lumières, et après, Siri te disait quelle lumière, et tu disais, oui, celle du salon. Tu vois, donc, tu en arrivais à faire un tour. Mais là, aujourd'hui, c'est des vrais IA conversationnels, tu peux avoir 20 tours, 30 tours, autant de tours que tu veux. Et donc, tu vas pouvoir, comme je disais tout à l'heure, affiner tes requêtes. D'accord. Donc, ça, effectivement, c'est beaucoup plus flexible, et on arrive donc à avoir ces technologies de LLM, donc de Large Language Model, qui sont aussi ces IA génératives, qui nous permettent d'avoir des vraies conversations maintenant avec cette IA, et qui nous permettent donc du coup d'avoir des trucs beaucoup plus fins, et encore une fois, avec juste le pouvoir de la parole. Très clair. Pour ces deux cas d'usage, on verra si peut-être dans la salle, après je laisserai le micro pour poser les questions. Je me réserve encore 15 minutes de questions sur bientôt le 3e chapitre. Mais avant de passer aux questions, Can't wait. Ouais, j'aimerais bien savoir, dans ton livre, tu écrivais, il y a 6 ans maintenant, la voiture autonome 100%, c'est du rêve, on n'y arrivera pas. Et du coup, bah, on voit quand même des taxis autonomes un peu téléopérés, quoi, mais... oui, bah, un peu téléopéré, autonome, tu vois, quand tu dis un peu téléopéré, tu as la réponse à la question. Bon, ok. Ça veut dire pas du tout autonome, d'accord. Ouais. Ok, bon. Ouais, voilà, tu t'es tiré une balle dans le pied. Ok, ok. Ok, parlons donc du coup d'industrie au plus large. On va dézoomer pour ensuite avoir le troisième chapitre. C'est les boîtes du CAC 40. Aujourd'hui, donc, on est capitalisme français, avec un index, CAC 40. Et moi, je me pose juste la question, qu'est-ce que font nos grands leaders d'industrie? Comment ça se passe? Et donc, du coup, vu que tu en fais partie, tu es avec Renault. Non, moi, je ne suis pas un grand leader d'industrie. Hein. Mais en tout cas, tu es à l'innovation de Renault. Donc, c'est quoi les stats? Sur quoi, si on est une start-up, on peut aller les voir, leur dire on facture, je ne sais pas comment ça marche. C'est quoi les stats de POC avec ces nouvelles IA génératives? Alors malheureusement, en France, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a vu la moyenne du nombre de POC qui ont été faits dans les boîtes du CAC 40 entre 2023 et 2024. La moyenne donc, des POC utilisant les IA génératives, c'était 170 POC par boîte. D'accord. Donc, bon, c'est beaucoup de POC quand même. Hein. La moyenne... Et en déploiement Voilà. La moyenne des trucs déployés en 2025, sur ces 170 POC, c'est 10. D'accord. Donc, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, des fois, que c'était de la merde, d'accord, que c'était pas du tout ce qu'on croyait que ça allait être. Donc, ça arrive. On s'est aperçu que c'était très cher. D'accord. Même si OpenAI fait du discount et du dumping, c'est toujours très très cher. On s'aperçoit que potentiellement ça va nous coûter très très cher de faire les trucs qui sont dans le cloud. Donc on s'est aperçu que c'était pas forcément bien. C'est les CFO surtout qui ont dit ça. Et puis après, on s'est aperçu aussi que les cas d'usage étaient pour que ce soit vraiment des outils, hein, parce que le but du jeu, c'est que vous faites avec les designers. Voilà. Et donc les cas d'usage, ils étaient faibles. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup finalement. D'accord. Donc 7%, on arrive à 7% à peu près de déploiement. Finalement, c'est pas si mauvais que ça. Hein. 7%, c'est pas mal. En innovation, 7%, c'est bien. C'est ce que vous visez aussi Alors, je n'ai pas répondu à ta question de tout à l'heure, hein, qui était pourquoi moi, je veux 90% d'échecs. Je veux 90% d'échecs. Alors, c'est pas forcément dans les IA génératives, hein, c'est dans tous les projets que je veux faire. Déjà, j'ai pas de KPI. D'accord. KPI, je ne sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir des KPI. Et t'as pas un directeur financier qui te tombe dessus Je ne sais pas qui c'est, un directeur financier non plus. Donc, bref, donc j'ai pas de KPI et je dis à mes équipes, je veux 90% d'échecs. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai que 70% d'échecs. D'accord. Donc, je suis furieux, je ne suis pas content. Et pourquoi ?
Pourquoi? Parce que, en fait, si j'échoue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait un truc impossible. J'ai fait un truc qui n'était pas possible. D'accord? Et des fois, sur un malentendu, un truc pas possible, ça va marcher. C'est un peu Et ça s'appelle l'innovation. Ok. C'est ça que tu cherches chez Renault. C'est ça que je cherche. Chez Renault, je suis partout, en fait. C'est ça que je cherche depuis que j'ai 9 ans. Ouais, j'avais lu comme quoi tu faisais faire ton lit par un robot à l'époque, c'est ça. Chapitre 3. Yeah. Allez. French Tech, Silicon Valley et ado prépubère. Je sais pas trop. Donc tu dis que la Silicon Valley, c'est un délire d'ado prépubère avec Musk, Sam Altman et Zuckerberg. Du coup, ma question, c'est pourquoi tu y es resté plus de 30 ans? J'y suis toujours. Hein. Et voilà. Et pourquoi tu y es encore? Et qu'est-ce qu'on peut... C'est que bien quelque chose qu'on peut apprendre d'eux, il y a bien quelque chose qui te fascine, ou en tout cas que tu... Voilà. C'est quoi? Ce qui est fascinant, c'est la collaboration. D'accord. Donc, bon, c'est effectivement beaucoup d'ados prépubères, donc ça, c'est comme ça. Hein. Y a pas, le traitement des femmes est mauvais, enfin, il y a plein de trucs qui sont infects dans la Silicon Valley. Mais il y a plein de trucs aussi qui sont hérités d'une chose qui est extraordinaire aux États-Unis, ça s'appelle la ruée vers l'or. D'accord. La ruée vers l'or en 1849, dans cette région, hein, puisque c'était dans la région de San Francisco, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire dans le concept. Et c'est pourquoi? Parce que c'est des gens qui venaient de tous les pays du monde, d'accord, donc multiculturalisme de base, qui sont arrivés pour une seule chose, pour trouver les pépites. D'accord. Et ils sont arrivés, chacun avec leur culture, leur façon de faire, et ils ont chacun regardé les trucs avec leurs prismes différents pour les différentes méthodes et tout ça, et ils ont commencé à inventer des trucs improbables. Encore une fois, ils ont fait des trucs, ils n'avaient pas le choix, hein. Il fallait aussi se sortir de la merde. Donc ils ont fait des trucs absolument fantastiques. Et cet esprit de la Silicon Valley, parce que c'est l'esprit de la Silicon Valley, est toujours là. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui viennent du monde entier, dans tous les sens, d'accord, qui viennent avec leur prisme, avec leurs études, avec leur culture, et qui viennent pour résoudre des problèmes. Pour inventer des trucs peut-être, mais surtout pour résoudre des problèmes. Pour résoudre des problèmes des vrais gens. D'accord, on essaye de trouver un problème et on est plusieurs donc à regarder le machin et à donner des idées et puis à faire des trucs qui ne sont pas forcément dans notre spécialité et c'est parce que c'est pas dans notre spécialité qu'on arrive à faire des trucs absolument improbables. Donc ça, c'est cette collaboration ou qu'on peut appeler aussi coopétition, d'accord, parce que y a des gens qui collaborent, se tirent dans les pattes, se tirent aussi dans les pattes à un moment donné, d'un point de vue business, mais d'un point de vue purement recherche et purement essayer de trouver des solutions, il y a une collaboration qui s'établit souvent dans des domaines particuliers. Avec ces gens-là. Vous savez, ici, en France, il y a eu beaucoup de meet-up, de machins et tout ça qui ont hérité finalement de ce qui se passait aussi là-bas, d'accord. Et ça, c'est intéressant parce que ces idées de partage, même si on va pas partager des secrets industriels, hein, c'est pas forcément ce qu'on va faire, mais on va essayer de partager des méthodes, des idées, des trucs qui vont faire avancer le public en général. Et c'est ça que je trouve extraordinaire dans cette vallée. Et donc, il y a cet esprit de partage, de coopétition, coopération, il y a aussi un peu l'argent, quoi. Je me dis, quelque part, si on veut avoir l'ambition de ces moyens, il faut juste fournir, faut mettre du pétrole, c'est ce qu'on veut. On va pas mettre de pétrole parce que l'autre con, il fait ça très bien. Musk, non pas Musk, pardon, Trump. L'autre. Non. Donc, oui, alors le problème, par contre, si tu veux comparer avec ce qui se passe ici, d'accord, ici, quand je dis ici, c'est en France, en Europe, on a des capacités extraordinaires. D'accord. Pour moi, on a les meilleurs ingénieurs du monde. La France a les meilleurs ingénieurs du monde, en IA en particulier, parce qu'on est les meilleurs en maths du monde. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un acquis. Et donc, le problème qu'on a, c'est pas un problème d'inventivité, de créativité. Ça, on l'a. On est extraordinaire. Il faut arrêter de se flageller en longueur de journée, comme vous aimez bien le faire tous là. Il faut se dire qu'on est les meilleurs, mais ça, vous n'arrivez pas à le faire. Mais moi, je vous le dis. Et donc, on est les meilleurs, mais on n'est pas les meilleurs en scale-up. Donc on est meilleur à créer des trucs, inventer des trucs et tout ça, d'accord. Mais dès qu'il faut scale-up, de passer de la start-up à la scale-up, là, on n'est pas bon. Quand même, bon. À cause apparemment, du pognon. Macron a mis 109 milliards, c'est ça? Ouais, mais attends. Stargate 500 milliards, du coup, c'est quand même d'ordre. Attends, tu me fatigues les chiffres, attends. Je vais te raconter déjà pourquoi on n'est pas bon. Ok, vas-y. Je vais trouver son besogne. Bah ouais, tu vas. Ici, pour passer donc en scale-up, il faudrait mettre 100 millions, 200 millions, 300 millions. D'accord. Les VC, les venture capitalistes, sont incapables en France, en Europe, de mettre ces sommes-là parce que les fonds, la moyenne des fonds en France, c'est 300 millions.
D'accord, tu vas pas parier un tiers de ton fonds sur une boîte. Donc on fait pas ça. Les fonds dans la Silicon Valley qui sont sur Sandy Road, pratiquement tous à Menlo Park, à côté de ma voisine, c'est des milliards. D'accord, donc tu vas parier 10%, 5% de ton fonds, bon c'est ok, tu peux faire ça. Et donc du coup, on n'a pas les mêmes échelles pour les sous. Et ce qui m'embête, et là je vais me faire lyncher par la foule, ce qui m'embête, c'est que les sous, on les a. D'accord ? Que ce soit dans les entreprises, dans les compagnies, il y a des grosses compagnies, vous avez l'homme le deuxième, troisième, premier fortune du monde qui est là, et vous avez un paquet d'entreprises qui sont confortables, mais on préfère partager avec les dividendes avec les actionnaires au lieu d'acheter, par exemple, des innovations dans les startups ou de financer les startups. D'accord ? Nous, on fait ça là-bas, on partage les dividendes aussi, parce qu'en fait, on innove tellement qu'on a encore plus de valeur et on peut partager encore plus de dividendes. Mais nous, ici, on a vu court-termiste, d'accord, et on veut le pognon tout de suite. Alors, donc ça, c'est pas bien. Bon, donc il y a du pognon dans les entreprises. On pourrait faire donc de ce qu'on appelle corporate venture, d'accord, donc avoir des corporates qui achètent des boîtes. J'ai pas fini. Et on pourrait avoir aussi, on a des sous, vous avez des sous dans vos livrets A, 600 milliards. 600 milliards dans les livrets A en France, d'accord ? Je ne vais pas vous piquer les sous dans le livret A, vous en faites pas, mais 600 milliards, 1600 milliards dans les assurances vie en France. 1600 milliards dans les assurances vie. Et si je vous dis là tout de suite, on va commencer à y toucher pour les jouer en bourse, mais là vous allez me décapiter en direct. Tu demandes qui a une assurance vie ici Ouais, bon, je suis sûr qu'il y en a, mais les livrets A, je suis sûr qu'il y en a aussi beaucoup. Bref, là, juste ça fait 2200 milliards d'euros qui sont disponibles, quoi. C'est complètement ridicule. D'accord ? Disponibles, et on est censé s'en servir pour faire d'autres trucs, mais on ne le fait pas. Aux États-Unis, nous, on joue tous les jours. Notre retraite, on la joue tous les jours en bourse. Et on ne décide pas, en fait, on a décidé pour nous. Mais ce qui se passe, c'est que les VC, dont je parlais, les venture capitalistes, qui sont des capital risqueurs. Dans capital risque, il y a... Risqueur. Voilà. Et donc... ils risquent des trucs. Je joue le jeu. Ouais, c'est bon, c'est okay. bien. Bien le jeu d'acteur. Ouais, c'est bien. Okay, merci. Et donc, le capital risque, c'est quoi ? Ils sont financés comment ? Ils sont financés par les fonds de pension. Les fonds de pension, c'est nos retraites. D'accord ? Et ici, si je dis on va toucher nos retraites, on ne fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette notion du risque. On a peur du risque. On a peur de l'échec. D'accord ? Il faudrait qu'on apprenne, alors c'est peut-être un peu compliqué, à échouer, à comprendre que l'échec, en fait, c'est de l'apprentissage, à apprendre que le risque... des fois, quand on risque des trucs, c'est ce que je disais tout à l'heure sur mes 90% d'échecs, c'est que je vais faire des trucs incroyables, parce que je vais faire des trucs qui ne sont pas possibles, et donc je vais faire des trucs incroyables à la fin. Et que quand on regarde le ratio de ce qui marche et ce qui ne marche pas pour les VC, on va avoir 90% d'échecs, effectivement, aussi chez les VC, mais les 10% qui marchent, ils font du x400. C'est la power law des VC de base, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de capital. Il y a du capital parce qu'ils l'ont fait aussi, le capital, et parce qu'ils ont pris des risques. Toute dernière question, liée à la French Tech. Aujourd'hui, plus largement en France, on a ce mot qui revient dans toutes les bouches, ça s'appelle souveraineté. Et tout le monde essaie de chercher la souveraineté. La souveraineté, alors moi j'essaie de la définir selon les mots de Jean-Marc Jancovici, c'est la capacité d'être maître de son destin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire à la maison, on ne va pas pouvoir refaire NVIDIA ici, mais on a Mistral, on a Dust, on a Photoroom, Hugging Face, on en parlait tout à l'heure avec des invités, Hawking, etc. Ma question c'est, est-ce que on est en train de bricoler et de toute manière ils veulent entrer en bourse. Il y a même Total qui dit on va aller se faire coter ailleurs aux États-Unis par exemple. Est-ce qu'on est en train de bricoler sur notre souveraineté ? Est-ce que c'est possible de retrouver des moyens de négociation ? Si oui, lesquels ? Et c'est quoi nos échéances quoi ? Alors, c'est compliqué, on a perdu plus ou moins la bataille des data centers, plus ou moins, sauf dans ce building, là j'ai vu qu'il y avait Scaleway. Scaleway, c'est le seul cloud qui a des capacités et qui est souverain, qui est vraiment souverain. Il y a les clouds pseudo-souverains qu'on nous vend avec Orange et avec Thales, par exemple, qui sont en fait maqués avec Microsoft et puis avec Google. Donc bon, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, vous vous débrouillez. Mais la souveraineté, c'est quoi ? C'est effectivement être maître de notre destin, mais c'est surtout être géographiquement, pouvoir faire les trucs sans que la NSA vienne mettre son nez dedans.
Avec l'extraterritorialité du droit. Bah oui, parce que ça, il y est et il y sera toujours. Même vous pouvez construire tous les data centers que vous voulez en local, vous pouvez mettre toutes les barrières que vous voulez dedans, mais s'il y a monsieur Google, ou monsieur Microsoft, ou monsieur AWS dedans, eh ben, la NSA est dedans aussi, hein. J'ai une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est pas souverain. Donc il faut arrêter d'ailleurs de parler de souveraineté. Et à un moment donné, on avait arrêté de parler de souveraineté pour ces clouds-là. Mais bon, il y a des clouds souverains qui existent. Donc encore une fois, Scaleway, ils sont dans le building, donc merci beaucoup. On a Jean-Baptiste, sans doute, qui... Ouais, je ne sais pas où il est, je ne connais pas, je ne savais pas qu'il était là, mais c'est, je pense, le seul cloud souverain qu'on ait aujourd'hui et qu'il faut développer et qu'il faudrait pousser. Tu me parlais des 109 milliards de Macron tout à l'heure. Les 109 milliards que le président Macron veut mettre, c'est bon, des sous qui viennent d'ailleurs, hein, parce qu'on est censé pas en avoir. Mais ces sous qui viennent d'ailleurs, qui vont être mis aujourd'hui, il a déclaré plusieurs fois qu'il allait les mettre dans les data centers. Je pense qu'il ne faut pas les mettre que dans les data centers. Bon, construire des data centers, pourquoi pas, mais comme je disais tout à l'heure, c'est des aberrations écologiques, donc il faut faire attention quand même de ne pas en construire trop. Mais surtout, moi, je préférais qu'on mette ça dans des startups. Mais je n'ai pas trouvé encore le guichet des 109 milliards. Je ne sais pas où il est frappé à la porte pour prendre les 109 milliards. Et j'ai demandé au ministère, en fait, la semaine dernière, parce que je me posais la question. Et on m'a dit que le guichet n'est pas vraiment ouvert encore. Donc, on va attendre un peu. Mais bon, ça serait bien que des startups bénéficient un peu d'une partie de ces 109 milliards, parce que je pense que la créativité française... et le fait qu'on soit en France en particulier et en Europe aussi, on est beaucoup plus sensible à tout ce qui va être RSE, tout ce qui va être environnement et tout ça. Je pense qu'on peut créer des trucs qui vont être plus frugaux, qui vont être plus pertinents, qui vont être meilleurs. Je pense qu'on peut le faire, mais pour ça, il faut des sous. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. On va essayer de... il y avait les Sigfox qui était un réseau bas débit, très frugal. On en reparlera peut-être une autre fois, mais... on va demander... Merci pour les réponses. Avec plaisir. Avant de passer le micro à la salle pour vos questions, il nous reste 10 minutes avec Luc, 15 minutes, donc c'est large en plus. 10. J'avais promis d'essayer de tenter la question. Le nom Siri, c'est un acronyme. Et du coup, est-ce que tu veux, pour une première mondiale, révéler ce que veut dire Siri ? Il fait chaud aujourd'hui, hein. Mais c'est orageux, je pense qu'il va pleuvoir ce soir. Ok, voilà, j'aurais tenté. Alors du coup, le micro est à vous. Est-ce que des personnes veulent poser des questions ? Voilà, on va faire circuler mes... Bonjour, alors moi je suis très intéressé, je suis un peu l'actualité. Il y a eu cette semaine, ou la semaine dernière, des études d'Angleterre qui montraient que l'utilisation de ChatGPT à très haute intensité rendait les gens bêtes. Donc ça, et on commence à voir des premiers retours des États-Unis où on s'aperçoit que les IA génératives détruisent beaucoup d'emplois. Ça permet d'exclure les jeunes qui sortent des écoles et de sortir les vieux, enfin excusez-moi du terme. Mais... Donc il y a aussi ce côté social autour des IA génératives. Et quelle est votre position là-dessus ? Parce que c'est vraiment les problématiques aussi qu'on va retrouver sur ce sujet-là. D'accord. Alors, la première étude anglaise, effectivement, ça rend les gens complètement cons, hein, ça je vous confirme. Ça peut rendre les gens complètement idiots, parce que surtout s'ils y croient. D'accord ? Parce qu'effectivement, comme ça va dire n'importe quoi potentiellement, à 36% du temps, ça vous dit des conneries, et si vous répétez ces conneries, ben, vous devenez complètement con, parce que vous êtes vous-même très con. Donc, ça c'est ballot. D'accord ? Mais c'est possible, hein, et c'est possible avec les technologies. Et il faut pour ça regarder un film qui s'appelle Idiocratie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, Idiocratie, c'est un film idiot. D'accord, lui-même, mais qui est quand même assez révélateur et qui est relativement intéressant parce que quelque part il y a du deuxième degré. Hein. Et donc Idiocratie, ça nous montre une société de gens complètement cons, pas éduqués et tout ça. Enfin, on a fait exprès de pas les éduquer. Et ils sont gérés globalement par des robots et puis ils disent tout ce que les robots leur disent de faire. Mais on s'aperçoit qu'il y a une autre caste qui est au-dessus des robots, hein, qui elle gère les robots parce que eux ils sont assez intelligents pour le faire. Et donc ça sera toujours comme ça. D'accord ? Il y aura toujours une caste quelque part qui sera, elle, pas idiote et qui va gérer les idiots. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, hein, il y a une caste qui a géré les idiots qui ont élu Trump. Donc, ça, c'est pour la première réponse. La deuxième réponse, c'est je ne sais pas d'où elle sort votre étude, parce que c'est pas vrai.
D'accord. Donc ça, c'est pas une étude d'ailleurs, ça doit être certainement du bouche à oreille, ou alors c'est une de ces sociétés qui fait des sondages ou des machins, et qui sort des machins en disant 30 millions d'emplois vont être détruits dans les années qui viennent à cause de l'IA générative. 300 millions d'emplois vont changer dans les trucs. Alors ça, oui, il y en a plein des trucs comme ça s'appelle des études au doigt mouillé. Hein. Il y en a plein qui font ça, ils les vendent en plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils les recyclent aussi. Parce que c'est exactement les mêmes études qu'il y avait en 2002-2003, qui disaient, à propos d'Internet, la même chose de ce qu'on dit aujourd'hui sur les IA génératives. Vous remplacez IA générative par Internet, vous regardez en 2002, c'est les mêmes chiffres. Est-ce que Internet a supprimé 30 millions d'emplois, ou 300 millions d'emplois, ou je ne sais pas combien de millions d'emplois? Non. D'accord. Les IA génératives, en fait, on s'aperçoit que ce sont des outils, des outils qui vont être dans des métiers, qui vont être quelque chose qui vont nous augmenter, qui vont nous permettre de faire mieux notre métier, pas forcément plus vite. On se rend compte justement dans les POC qui ont été faits par le CAC 40, mais par les autres boîtes, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de la productivité. Ce qui était un rêve des patrons pour pouvoir virer des gens, justement, c'était un rêve. Parce qu'on se rend compte que cette productivité, en fait, n'est pas du tout évidente. Il y a quelques IA génératives qui permettent de la productivité, qui permettent effectivement de gagner du temps. Mais plus que du temps, aujourd'hui, ce qu'on gagne avec ces IA génératives, c'est de la qualité. C'est la qualité de ce qui est généré par les gens qui l'utilisent et qui, donc, comme j'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, exercent leur créativité grâce à ces outils. Donc, le fait que les emplois disparaissent, c'est encore un vieux mythe aussi, hein, qui date d'il y a longtemps, puisque dans les années 1850, on était aussi dans la révolution industrielle, et on nous avait déjà raconté que ça allait éliminer plein d'emplois, blablabla. Pour ça, je vous conseille de relire Schumpeter, hein, 1905, qui nous a très bien expliqué que les métiers disparaissent rarement. Les métiers disparaissent rarement. Les tâches à l'intérieur des métiers changent. Elles, ça change énormément. Mais ne serait-ce que l'apprentissage de l'outil lui-même qui est utilisé est une nouvelle tâche. Bon, là, il se trouve que l'apprentissage de l'outil est relativement faible parce que l'outil est facile à utiliser. Mais c'est quand même une tâche de prompter correctement, d'avoir ce dialogue dont je parlais tout à l'heure. Donc, net, on en parlera dans 5-6 ans, mais net, moi, je pense que ça va faire exactement comme dans les années 1800, ça va faire exactement comme dans les années 2000. On ne va pas avoir beaucoup de différence, mais on va avoir juste une augmentation de la qualité. On prend le pari. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au fond... Il y a Jean Scalway là-bas qui pose des questions. Il nous reste 6 minutes. On prend 2 questions? Oui, merci. Bonjour. On parlait tout à l'heure de la consommation d'eau qui est évidemment problématique avec l'IA. Est-ce qu'on lui a posé la question... Je ne vois pas là, c'est qui? Ah, pardon. Est-ce qu'on lui a posé la question à l'IA de trouver un moyen de réduire sa consommation d'eau? Oui, ça serait bien si elle savait. Le problème, c'est que l'IA ne sait rien. D'accord? L'IA ne sait rien tant que je ne lui dis pas. Parce que c'est basé sur des modèles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les modèles? Il y a les data, les données. Et d'où viennent ces données? Elles viennent de moi. C'est des données du passé. C'est des données qui ont été là. Et donc, du coup, si on savait comment réduire la consommation de flotte, peut-être que ça nous sortirait la réponse. Mais comme ce n'est pas dans les données, ça ne nous sort pas les réponses. Alors ça peut l'halluciner peut-être, hein, mais ça va vous dire vraiment n'importe quoi. Hein. Du style, je ne sais pas, utilise ta sueur ou quelque chose, je ne sais pas. Yes, une autre question? Il y en a 2, au fond, 3. Il y en a 3 même, je vois plein de mains. Il y a des doigts, il y a 5 doigts, tiens, c'est pas comme dans l'IA, il y en a 6 d'habitude. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Vincent, je travaille chez Sensinov, on fait de la réduction énergétique. La question que je me pose, c'est vous, chez Renault, qui avez une vue globale sur l'IA, je sais d'échanges avec d'autres entreprises du CAC 40 que l'enjeu énergétique est fort, et il y a une vraie réflexion sur comment on réduit les dépenses à tous les niveaux, qu'elles soient industrielles ou autres. Est-ce que ça déjà c'est dans votre scope, et quelles solutions vous avez essayé vous, que ce soit IA ou autre, pour réduire les dépenses énergétiques et améliorer la souveraineté, par exemple, de Renault, si vous l'avez fait? Oui, alors bon, je ne vais pas vous donner toutes les clés, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de faire en sorte... Nous, quand on fait par exemple des trucs dans les véhicules, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe dans les véhicules. D'accord? Donc on n'a pas à avoir des trucs qui sont online, qui sont dans le cloud et tout ça, parce qu'on prend l'énergie là où elle est, downstairs, dans la voiture elle-même. Donc là, on est obligé de réduire, effectivement, d'optimiser au maximum la consommation d'énergie, parce qu'on a une batterie qui a des capacités limitées. On ne va pas prendre toute la batterie pour faire de l'IA générative.
coopératives, par exemple. D'accord. Donc oui, évidemment, on fait attention à la consommation énergétique en local. Maintenant, moi, dans mon scope, j'essaie d'utiliser le moins possible le cloud. Next. Oui, bonjour. Je voulais juste enchaîner sur le sujet des risques écologiques. En fait, en gros, là, je crois le nombre de requêtes qu'on reçoit, enfin sur les IA, elles sont nettement supérieures sur les versions gratuites que sur les versions payantes. Du coup, pourquoi on continue enfin à proposer ces versions gratuites? Parce que les gens, enfin, ils s'amusent, je crois, à poser de questions ou à changer des photos en Ghibli style ou je sais pas quoi. Voilà. Du coup. Ouais. Bah, pour vous hooker. Pour que vous soyez bien, oui, exactement comme les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous utilisez tous aujourd'hui TikTok, Facebook et tout ça, d'accord, parce qu'on vous a eu. Et donc, on va continuer à vous avoir. Aujourd'hui, ils font du dumping, effectivement. Ces versions gratuites, elles leur coûtent en fait beaucoup d'argent, mais elles sont là pour vous. Et une fois que vous êtes niqué, en fait. Allez, il nous reste 3 minutes. Deux questions très concises, s'il vous plaît. Parfait, merci. Bonjour. On a beaucoup parlé d'IA non symbolique, à peine effleuré l'IA symbolique autour des systèmes experts. Ne pensez-vous pas que la fusion de ces techniques peut améliorer la performance de nos IA, notamment en termes d'objectifs ou de planification ou d'apprentissage du contexte? Vous êtes vieux, vous. Hein, mais c'est parce que vous êtes vieux que je vous aime, parce que vous avez raison. Le truc, c'est qu'on a oublié facilement le passé. Hein, on a oublié ces IA symboliques, ces IA logiques des années 70, des années 60, 70, 80, 90, qui étaient absolument extraordinaires, qui ne prenaient un seul type d'énergie. C'était celle pour créer les arbres de décision, globalement. Hein, c'était notre cerveau. Et c'était absolument magnifique. On faisait des trucs absolument extraordinaires. On a oublié ces technologies, parce qu'on prend toujours le dernier truc qui brille. D'accord. Et nous, ingénieurs, et j'en suis un, donc je peux me critiquer, on essaie toujours de prendre le dernier truc qui brille, parce que c'est excitant. D'accord. Et on oublie le passé. Et effectivement, je pense que maintenant, avec l'histoire qu'on a apprise, et surtout l'histoire récente qui nous montre que ces IA sont des IA qui consomment énormément d'énergie et qui ne sont pas très pertinentes, on pourrait peut-être faire cette hybridation dont vous parlez. Donc hybrider les vieilles IA, les vieux pots, hein, les vieux machins qu'on faisait avant, peut-être l'hybrider avec quelque chose qu'on a appris aussi, des trucs plus récents, et faire cette hybridation entre la logique et les statistiques, et faire des trucs absolument nouveaux et fantastiques. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, il y a des labos de recherche en France qui font ça, il y a des labos de recherche un peu partout dans le monde qui font ça, et je pense, j'espère, qu'effectivement on va se retrouver avec un nouveau type d'IA. Vous savez, les IA, elles arrivent cycliquement, hein, tous les 2, 5, 10 ans, et donc je pense que le prochain type d'IA, il y en aura plusieurs des types d'IA qui vont arriver prochainement, mais j'espère qu'une d'entre elles, ce sera les IA hybrides. Du coup, la conférence avec Luc Julia se termine. Merci de bien vouloir applaudir Luc et ses réponses. Merci beaucoup pour ton temps.